Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 7 juin au menu de l'actu, du sport et de la culture. Pour commencer, en images, le Grand Genève à la conquête des millions de la Confédération, un sujet signé Florian Cavalieri. En sport, Alexandre Caporal fait la part belle au sport extrême avec le film Reset à découvrir du 10 au 13 juin au cinéma. Enfin, en culture, on profite d'un repas gastronomique à Founet avec l'artiste Laurent Pichot. Le Grand Genève à la conquête des millions de la Confédération. Jeudi dernier, la 4e mouture du projet d'agglomération a été signée à Coppet. Le document présente notamment les grands projets de mobilité pour ce bassin transfrontalier et devrait permettre de décrocher d'importantes subventions fédérales. Ce territoire est entre le Jura et le Salève, avec un lac au milieu, est partagé entre 2 pays, 2 cantons, 2 départements français. Et le but, c'est de le mettre de la cohérence. Parce qu'en réalité, les gens franchissent allègrement toutes ces frontières au quotidien. Et nous devons, nous, les pouvoirs publics, faire en sorte que les réseaux de transport, que le paysage, que l'urbanisation, que la nature, que la protection de l'air et de l'eau soient cohérentes sur l'ensemble de ce périmètre. Il y a quand même des spécificités vaudoises et notamment des projets de mobilité qui sont liés au canton de Vaud. Avec en particulier, il y a la requalification de la route suisse, la 3e étape, ou la requalification en faveur des transports publics et des modes doux à Nyon, à la route de l'Etra. Donc ça, c'est 2 exemples par rapport à des mesures vaudoises, mais je crois que l'intérêt du canton de Vaud, c'est vraiment de participer de manière solidaire à une région qui a une identité qui est propre. Le fait de marquer cette signature qui est une étape extrêmement importante dans l'histoire du Grand Genève, on en est au 4e, on imagine déjà le 5e, donc on voit qu'il y a un processus qui se poursuit et qui fait qu'on souhaite pouvoir marquer avec cela le fait qu'on travaille ensemble. On est sur notre bassin de vie quand on parle du Grand Genève. Quand on développe du transport public qui nous amène vers la gare de Coppet, quand on développe du transport public qui nous amène vers Nyon, c'est des transports publics qui sont financés dans le cadre de la collaboration transfrontalière. Donc c'est une réponse concrète du Grand Genève à nos habitants. Nous travaillons sur 5 agglomérations dans le canton de Vaud, mais c'est vrai que la spécificité de l'agglo du Grand Genève, c'est qu'elle est binationale et donc ça ajoute une couche de complexité. Et moi, je ne peux que féliciter toutes les personnes qui se sont engagées pour ce PA4 parce que cela demande énormément d'engagement et de persévérance. Grâce à la qualité des liens humains qui s'est tissée avec les années entre les élus du Grand Genève, eh bien, nous parvenons aujourd'hui à faire émerger l'intérêt commun. Il est parfois autour d'une gare centrale comme celle de Cornavant, il est parfois du côté vaudois dans la région du district de Nyon, il est parfois du côté français dans les réseaux de trams transfrontaliers. On a des problématiques d'une métropole qui a comme cœur de métropole une ville située dans un territoire qui n'est pas un territoire français. Et c'est ces éléments-là que nous devons faire comprendre, j'allais dire quotidiennement, à nos administrations centrales, mais également aux élus qui sont au bord de ce lac. Vendre le Grand Genève au canton de Vaud, c'est possible. Ça dépend de la politique vaudoise. Aujourd'hui, je pense que le canton de Vaud est tout à fait avec nous dans le cadre du Grand Genève. Le Grand Genève est une priorité, non seulement en termes de structure et d'organisation, mais par rapport à des relations qui sont celles que nous avons avec nos partenaires français et aussi avec nos partenaires genevois. Nous irons ensemble, avec le gouvernement vaudois, non seulement déposer ce projet d'agglomération, mais plus tard défendre une enveloppe importante pour tous les projets d'agglomération suisses. Et moi-même, je vais m'engager pour tous les projets d'agglomération vaudois et même de la Suisse romande parce que je pense qu'aujourd'hui, le dynamisme culturel, sociétal, économique est dans les agglomérations avant tout en Suisse. Et puis avec le plan d'agglo 5 qui va suivre et qu'on a déjà débuté, eh bien on va débuter un nouveau cycle de vie de ces projets d'agglo puisque ce projet sera centré sur la transition écologique et donc là évidemment qu'il y aura un intérêt à fédérer l'ensemble de la population sur ces enjeux.
La Nuit de la Glisse est de retour au cinéma. 3 ans après sa dernière production, le film qui chaque année fait la part belle au sport de glisse et au sport extrême revient enfin avec Risette, un nouvel opus qui nous envoie dans les airs, sur la neige, sur l'eau et même sous l'eau. C'est à découvrir au cinéma chez Pathé Balexer à Genève, Pathé Flon à Lausanne et en France voisine entre le 10 et le 13 juin. Et si je vous en parle aujourd'hui sur NRTV, c'est que toutes ces images, tournées dans le monde entier, prennent vie dans une salle de montage à Founet. Salut Thierry Donat. Bonjour. Thierry, tu es le réalisateur historique de La Nuit de la Glisse et le réalisateur donc de ce film Risette. Dis-moi, où est-ce que tu es allé pour tourner ces images cette année ? On n'a pas été très loin. En fait, on a commencé ce film bien avant la crise Covid. Et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui pesait à cette époque-là quand on avait décidé de... le plus loin qu'on est allé, c'est en Nouvelle-Zélande. Mais la Nouvelle-Zélande, on l'a fait par... empreinte carbone zéro, on l'a fait par visioconférence. C'était quelques interviews et du lifestyle. Et puis une petite scène d'action de soaring qu'on a filmé. On voyait tout ce qu'on demandait au caméraman local, je pouvais le voir et je pouvais le diriger. Ça, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Des choses à distance. Oui. Et puis, sinon, les montagnes en Suisse, du coup ? Alors, proche de la Suisse, on a fait Chamonix. Ouais. C'est très proche de la Suisse, c'est même frontalier. Après, on a eu la Norvège, dans les fjords de Norvège, du côté de Tromsø, mais aussi de Stavanger, en fait toute la côte ouest. Et on est monté jusque dans le nord, par contre, pour le ski pour le freeride avec Nicolas Schrimmer. Et les images en mer, avec les baleines, là, justement ? Ah là, c'est Tahiti. D'accord. C'est la deuxième maison. Et on y va souvent. On y est allé. On a pu trouver une fenêtre l'année passée, au mois d'octobre, pour terminer le film. Et après, c'était toute la partie montage. Donc, on a pris quasiment 2 années pour faire ce film. D'accord. Et donc, ce qui est exceptionnel, puisque d'habitude, on fait un film par an. Mais là, justement, tout le monde nous dit, tous les gens qui ont vu le film, la qualité, c'est incroyable. Comment ? C'est le temps, en fait. On a accordé plus de temps. Ouais. Donc La Nuit de la Glisse, c'est vrai que, donc, je le disais en introduction, c'est vraiment un film qui sort d'habitude chaque année. Là, cette fois-ci, vous avez pris plus de temps. Pourquoi ? C'était plus ambitieux comme projet de film ? Voilà, on avait déjà quand même célébré... en 2019, on avait on avait célébré un anniversaire. On avait fait un festival avec un petit montage d'un film sur les 40 années, mais qui était très court. 40 ans de Nuit de la Glisse, quand même, faut le dire. Oui. Ça ne rajeunit pas. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que vous tournez toutes ces images. Et là, il y avait une ambition supplémentaire. C'est surtout un cauchemar pour les monteurs d'aller chercher des images sur 40 années. Ah, ça fait beaucoup d'images à regarder et à enregistrer, à mettre en place sur un timeline. Et donc, on a et depuis cette époque-là, depuis 2019, rien. Ouais. Donc, on est en 2021. Il s'est passé 2020, 2021. Et c'est la deuxième année où La Nuit de la Glisse n'était pas sur les écrans. Et comme notre ADN pur, c'est le cinéma, c'est le grand écran, on ne pouvait pas ne pas sortir ce film en cinéma, c'était pas possible. Ouais. Vous avez voulu attendre la réouverture des salles, quoi. Oui, et puis en plus de ça, on avait cet accord avec Pathé, un accord mondial, et pour nous c'était quand même une chance, et donc on a décidé de sortir en juin. Voilà, c'est rare, mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de tradition, tout a changé. Ouais. Et le monde a changé. Donc La Nuit de la Glisse, c'était comme les cerises, hein, c'était au mois de juin. C'était au mois de novembre, comme les marrons. Maintenant, c'est comme les cerises au mois de juin. Voilà. Donc... Quel sport on peut voir dans ce Risette ? Alors, c'est plus que des sports. C'est comment on accède à ces sports. Puisque la grande nouveauté de ce film, c'est que quasiment, il a été fait avec à la force du mollet et de la main, à dos d'homme et à dos de mollet et à pied. Et donc, l'accessibilité pour les montagnes, bien, c'est de les gravir avant. Donc, c'est aussi l'alpinisme. C'est dans le nord de la Norvège, dans les Liguenalps, aussi à Senja, un endroit où jamais personne n'avait posé des skis, ni des snowboards. Et donc ça, c'était assez exceptionnel, des faces où on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait personne qui ait jamais dévalé ces pentes. Déjà celle qu'on voit là, par exemple. Ouais. C'est toujours un moment d'émotion. Il y a du parapente aussi ? C'est du speed ride, on va dire. Speed ride. Okay. Alors, il y a le... Non, c'est du
speedfly, parce que le speed ride, c'est avec des skis, on ride. Ah, d'accord. Le speedfly, c'est on vole très proche du sol. Ouais. Moi, je m'en suis aperçu à mes dépens au fur et à mesure que je faisais ce film. En fait, ces garçons, ils sont toujours attirés à aller le plus proche possible du sol, et même s'ils sont dans l'air. Donc c'est un petit kite qui permet d'aller très très vite, et ça va presque aussi vite que la wingsuit. C'est différent. Ça permet des choses peut-être différentes que la wingsuit. Ouais. La wingsuit, c'est un sport exceptionnel, mais je pense que ce sport, le speedfly, c'est encore... c'est différent, c'est au-dessus. Alors je te propose qu'on regarde la bande-annonce tout de suite, et puis on revient juste après pour en discuter. When filming started, we knew all was not well with the world. But couldn't have foreseen that we would have to push the pause button a short time after. Or that our freedom and access to nature would be limited for several months. 3, 2, 1. Stop it! Oh! On veut forcément savoir, Thierry, comment on tourne ce genre d'images. Ouais, mais comment on tourne ces images? Comment on va dans les airs? Comment on va sous l'eau? Comment on va sur les skis? Alors, on a combien de temps là? Parce que non, mais je la fais court ou je la fais long? C'est-à-dire que l'équipe de tournage doit prendre des risques en même temps que les sportifs. Oui. C'est pas une sinécure. Hein. Le tournage d'une glisse, c'est sportif. Hein. On se fait mal, physiquement c'est difficile, on gèle les doigts, on porte du matériel lourd. C'est des prises de tête pour prendre des décisions au moment. C'est toujours une remise en cause totale. Hein. Il n'y a rien de garanti. Vous partez le matin pour faire une montagne et puis il s'avère qu'il y a eu du vent, qu'il y a des plaques à vent. Pour les Suisses, ils connaissent bien ce langage, je peux en parler. Je veux faire une télévision à l'étranger, des plaques à vent, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais disons que voilà, s'il y a des dangers, si les conditions ne sont pas là, si on estime que, il faut savoir renoncer, faire demi-tour et se réorganiser pour le lendemain. C'est sans cesse ce que l'on fait. Et puis quand on n'a pas d'hélicoptère, qu'on est tout à pied, la décision n'est pas la même. La plongée, tu plonges aussi? Oui. Toi, t'es partout, en fait, oui, c'est moi, ça? J'aime pas trop plonger avec des bouteilles. D'accord. Pourquoi, paradoxalement, c'est plus dangereux pour moi, parce que je suis un peu... Quand j'ai une caméra dans les mains, je pense plus trop au reste. Ouais. Et souvent, j'ai du mal à me concentrer sur la partie technique de la sécurité. Donc soit j'ai un plongeur-chef avec moi qui surveille ma bouteille, mais il a du mal, parce que des fois, ça m'arrive de descendre. Lui, il veut pas descendre. Bref, donc je préfère en apnée. C'est une équipe de combien de personnes, Thierry, pour qu'on se rende compte? Toi, tu es le chef opérateur aussi, ou bien tu as combien de personnes qui t'entourent? J'ai un chef opérateur avec moi, parce qu'il faut que la technique, ça suive. Aujourd'hui, la technique, c'est du digital, donc des caméras, c'est très complexe. C'est pas des caméras 35 mm, il suffit pas de faire la lumière et puis mettre une vitesse et on y va. C'est des ordinateurs. Donc j'ai besoin de gens très techniques, mais qui sont un peu couteau suisse, hein, qui font plein de choses à la fois, parce qu'on veut des équipes légères pour pouvoir bouger vite. Bien sûr. Si on veut bouger vite, il faut être maximum 4-5, pas plus. Et encore, parce que quand tout le monde doit partir en randonnée, il y en a toujours un qui est en retard le matin. Plus on a de monde, plus on s'expose à des problèmes. Ouais. Et puis il faut effectivement des gens habitués à ce type de sport extrême, on l'imagine. On a l'impression que ce film, Reset, ça va aussi plus loin que le sport, qu'il y a cette volonté aussi de mettre en avant, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, les différentes cultures des pays où vous allez, puis que vous mettez en lumière. Et puis il y a aussi une volonté de message écologique derrière. Le message écologique, tout le monde en ce moment se raccroche à ça. Nous, ça fait 40 ans qu'on parle de nature, de manger sain, d'état d'esprit. Ça n'a pas changé. C'est simplement qu'on a voulu mettre l'accent là-dessus parce qu'on pouvait aussi prouver qu'on pouvait faire des films nous-mêmes sans utiliser des hélicoptères ou autres, même si l'hélicoptère, c'est un autre débat. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nos montagnes en Suisse et aussi en France, parce que ça ravitaille les refuges, ça secourt les gens qui aiment bien qui aiment bien critiquer les hélicoptères, mais qui aiment bien les avoir aussi. Quelque part,
on voulait faire ça parce que ça nous tenait à cœur. On ne l'a pas fait parce qu'on avait envie de prouver quoi que ce soit. Ça fait partie de l'ADN de la Nuit de la Glisse depuis le début, quoi. Oui, ça. mais c'était un vrai challenge, hein, parce que quand on a commencé, nos caméras n'étaient pas vraiment adaptées, tout notre matériel était trop lourd. Il a fallu se remettre en cause et se réinventer au fur et à mesure. On n'avait rien qui était fait pour ça, c'était trop lourd. Et il a fallu... le premier jour où je suis parti en montagne, j'avais 29 kilos sur le dos. J'ai dit non, il faut faire un choix. Effectivement. Ouais. Et puis donc je disais la volonté de voir les différentes cultures aussi, la mise en lumière de la Polynésie française, hein, il me semble, dans ce film aussi. Hein. Oui, la Polynésie. Alors, quand vous arrivez en Polynésie, qu'il n'y a plus de touristes, malheureusement, c'était notre cas en octobre. Et à cause du Covid, donc? Oui, bien sûr. On ne pouvait plus voyager, on a eu cette chance de pouvoir le faire. Et après, tout s'est refermé. Hein, on a eu une fenêtre, je devais y aller avant, mais j'ai attrapé le Covid, donc on a dû décaler de quelques semaines. Ah ouais. Et on est arrivé à la dernière limite, je crois que quelques semaines après, tout fermait. Et c'est vrai de voir la Polynésie au même moment où à l'époque on pouvait s'imaginer que il y a 40 ans, les Polynésiens se levaient le matin et cueillaient leurs fruits, ils allaient pêcher un poisson et ils vivaient de choses simples. On était dans cette époque-là. C'était incroyable. Ouais. J'avais l'impression qu'on a retrouvé la Polynésie comme on a toujours eu envie de la voir. Et c'est quand même un pays magnifique. Hein, et cette volonté aussi, voilà, je le dis, ça va au-delà du sport. Oui. Effectivement, la Nuit de la Glisse. Un dernier petit mot, Thierry, parce qu'on a la voix de l'acteur français Vincent Cassel sur ce film. Ça s'est fait comment? Alors, ça s'est fait tout simplement parce que Vincent et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Et on s'est aussi reconnecté à Tahiti. Et je lui ai fait rencontrer les Boys. Et il a énormément sympathisé avec eux. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réussi à les mettre sous contrat pour une marque de foil. Donc, il est à fond là-dedans. Il habite à Biarritz. C'est un fan de la Nuit de la Glisse. Il vient chaque année au Grand Rex. Il est monté sur scène il y a 2 ans. Et j'avais très envie. Et puis... je ne savais pas si je pouvais oser lui demander de faire tout le film ou pas, enfin bon, bref. Et on est parti sur une aventure, et puis ça va pas se terminer là, donc c'est bien. D'accord, bon, très bien. Bah écoute, mais merci. Il a fait ça très sympathiquement. Hein, ouais. On n'a pas eu les moyens le projet lui a de plu, se la payer. ça aussi. Si on avait... Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Bon, par amitié, quoi. Exactement. Très bien. Merci Thierry Donnard. Donc, tu es réalisateur de ce film Reset, donc de la Nuit de la Glisse. C'est à voir au cinéma du 12 au 13 juin. Donc, je l'ai dit, à Lausanne et à Genève ou en France voisine. Eh bien, longue vie à la Nuit de la Glisse et à bientôt, Thierry. Merci. À Pérois, dans le cadre des rendez-vous du Festival des Arts Vivants, Laurent Pichot convie le public à un repas performatif, une mise en scène qui distingue les particularités géographiques, gastronomiques et culturelles des communes jumelées de Pérois et de Châteauneuf de Gadagne en France. On en parle avec vous, Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, rencontre le 9 juin à 18h pour le cortège des élèves et à 19h pour la soirée gastronomique performative. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Manger ? On va bien manger, déjà. On va bien manger et on va découvrir par des petites séquences un peu performatives des particularités du jumelage. J'en parle pas trop parce que c'est plutôt un effet de surprise, mais voilà, on va rythmer le repas qui a été pensé avec un chef de cuisine et c'est un repas jumelé qui jumelle des recettes, qui jumelle des ingrédients qui viennent des 2 communes. Et puis voilà, entre-temps, il y aura des jeux à activer par les convives qui voudront à un moment donné pourront se lever. Il y aura comme ça des petits moments où je vais parler des rivières, je vais jumeler les rivières, on va mettre en scène un espace-temps comme ça d'une soirée. Parce que l'appétit vient en mangeant et que vous nous avez déjà donné un petit peu envie. C'est vrai qu'on voit derrière vous des images d'anciens projets de jumelage que vous aviez faits dans la région. Cette idée de jumelage, de toujours mettre peut-être en comparaison, de distinguer 2 éléments. Le jumelage, cette fois-ci, se fait entre Pérois et Châteauneuf de Gadagne. Pourquoi ce choix ? En fait, quand le phare m'a invité, a été intéressé de porter avec moi ce projet, on a un peu prospecté sur les communes du district de Nyon qui auraient déjà un jumelage existant. Et donc Pérois, on a appris que Pérois était jumelé avec Châteauneuf de Gadagne dans le sud de la France. C'est une petite commune
provençal à la bordure, comme ça, à côté d'Avignon. Et c'est comme ça que c'est devenu, on va dire, un terrain un peu d'expérience, de prospection, de visite de ma part, pour essayer de comprendre comment leur jumelage, la spécificité du jumelage, moi qui ne connais pas la ville de Perrois, je pourrais avoir une idée comme ça, un peu claire, d'inventer un format, on va dire, de spectacle ou de temps performatif. Qu'est-ce qui vous a surpris sur Perrois ? En fait, sur Perrois, ce que j'ai vraiment découvert... alors, je suis très attaché, par exemple, à comment une ville se présente. Et donc, en Suisse, vous avez beaucoup les blasons. Les communes ont des blasons. Et donc, de voir ce beau blason d'une grappe de raisin jaune sur fond bleu, comme ça, j'avais déjà vraiment dans l'œil. Et puis... vous avez forcément goûté au vin. J'ai forcément goûté au vin. J'ai rencontré les élus. Et donc, j'ai compris cette dynamique viticole très forte de cette commune-là. Et donc, comme à Châteauneuf-de-Gadagne, j'étais en train de découvrir aussi que c'était une ville qui avait vraiment porté le renouveau provençal au XIXe siècle. C'est vraiment l'endroit fondateur du renouveau provençal, de l'occitan, de la culture locale à travers les jeux, la cuisine, etc. C'est à ce moment-là que l'idée d'un rapprochement, du jumelage, on va dire, culinaire est apparue. Et donc, de dire, allons jusqu'au bout, on s'amuse de jumeler. Donc, faisons un repas jumelé et inventons des séquences qui joueront de ce principe-là. Et vous vous amusez justement avec les habitants du village de Perrois. Comment est-ce qu'ils vont participer à cette œuvre ? Alors on a rencontré, en fait, on est en période Covid, donc on est de report en report. Donc au début, on devait faire ce repas au moment avant Noël, en décembre, et on avait rencontré juste l'école à ce moment-là qui était intéressée par faire des ateliers possiblement graphiques. Alors avec eux, on a jumelé les blasons. Voilà, on a pris des éléments des blasons des deux villes, la grappe de Perrois, les roses de Gadagne, et puis on s'est amusé graphiquement, puis on s'est dit, pour un repas, peut-être qu'on va trouver des supports, donc on a inventé des sets de table, on a inventé des fanions pour décorer déjà. Donc c'est comme ça que l'école est venue, puis le fait que le projet soit reporté là maintenant sur le printemps, fait que ça rejoignait aussi leur fête de fin d'année. Donc l'idée peut-être de faire un cortège, et donc qui dit cortège dit costume, dit rapport aux habitants. Donc on a inventé des petits bouquets de senteurs jumelées que les enfants vont distribuer aux habitants avec un costume particulier, etc. Ouais. Lorsqu'on s'était rencontrés sur le plateau de NRTV il y a quelques années, vous me disiez que ce qui vous intéressait, c'était sortir de la boîte noire du théâtre et de rencontrer le réel, de mettre en scène et surtout d'aller à la rencontre de tout ce qui pouvait se mettre en mouvement à l'extérieur. Vous êtes chorégraphe. Est-ce que là aussi, vous apportez ce mouvement autour de la table ? Le soin, on va dire, du corps à tous les sens du terme, prendre soin de nos corps, de nos corporéités, même comme on dit dans le champ de la danse. C'est-à-dire qu'un corps, c'est pas qu'une mécanique, c'est pas qu'un bras qui monte, etc. Il y a une expressivité, il y a un imaginaire, il y a des sensations. Et donc, travailler sur cette corporéité très vivante m'intéresse en tant que chorégraphe. Donc, c'est la première fois que j'organise comme ça un repas. Donc, déjà, prendre soin... il y a un aspect très rituel aussi autour du repas. C'est très ritualisé, c'est très spectacularisé aussi. On en parlait, la question, je trouve, de la nourriture est très spectacularisée de nos jours. Toutes les émissions télévisuelles en parlent beaucoup de ça. Est-ce que du coup, ça justifie d'en faire un art et d'en faire une œuvre artistique ? Est-ce que c'est pas trop facile ? Alors, je ne fais pas œuvre, je ne pense pas que je fasse œuvre, en fait, avec ça. Pour moi, la dynamique, elle est plutôt inventer des pratiques ensemble. C'est-à-dire que là, le principe, ce n'est pas tant de ritualiser le repas que d'inventer des recettes, par exemple. Et d'inventer des recettes jumelées qui n'appartiennent qu'à ce repas-là. Donc, du coup, avec le chef, par exemple, on fait une bouillabaisse du lac, qui dit bien le double apport. Ouais. Et donc, elle est là l'inventivité, elle est là la créativité. Je ne cherche pas à faire une œuvre d'art d'un repas qui serait autosuffisant, qui aurait un début, une fin, etc. C'est plutôt inventer des pratiques, des lieux de rassemblement, générer des temps de rencontre. Et du coup, les Perrolans participent justement à ces temps de rencontre, mais les Français ne sont pas là. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont moins réceptifs ? Non, c'est pas qu'ils ne sont pas réceptifs, c'est qu'en fait, le jumelage existe et
c'est très dynamique déjà entre les deux communes. Et nous, on ne cherche pas à rentrer dans leur dynamique. On s'appuie sur leur savoir. Ils ont été très accueillants. Ils nous ont raconté beaucoup de choses. Mais ça reste un projet, on va dire, artistique un peu transversal, un peu passager, qui vient s'appuyer sur leurs forces. Mais on ne cherchait pas à forcément rentrer dans ce qui serait déjà leur propre compétence, leur propre dynamique. Ouais, donc ça s'appelle En jumelles Perrois, un repas jumelé à voir le 9 juin. Si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on fait? On va sur le site internet où on appelle le phare et puis on se met l'eau à la bouche. Voilà, on se met l'eau à la bouche et surtout on profite du vin et de la gastronomie de chez nous. Laurent Pichot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci de même. Très heureuse de vous avoir retrouvé pour cette quotidienne du 7 juin. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.